سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, heureux de vous recevoir pour Cannes, une première émission consacrée au festival avec des invités divers et variés, quoique il me semble que le mot qui convient aujourd'hui, c'est sans doute exigence. Autour de ce plateau et avec nous dans Des mots de minuit aujourd'hui, Céline Bozon. Céline Bozon, vous êtes directrice de la photographie, avec en général plutôt des jeunes réalisateurs, avec des gens différents, comme Valérie Mregen, qu'on recevait il y a peu pour Pork and Milk, ou encore Jean-Paul Siverac, dont on verra le travail dans une seconde. C'est un choix de carrière, cette exigence, c'est les auteurs que vous allez chercher, ou c'est simplement les hasards C'est plus des hasards de rencontres et des familles, on va dire, de cinéma, voilà, de gens qui se connaissent. Ils vous ressemblent quand même. Après, il y en a un qui a fait quand même pas mal de films, qui s'appelle Tony Gatliff, avec qui j'ai fait 2 films, en fait. Voilà, donc c'est pas la même génération. Et Jean-Paul Siverac, vous avez fait 6 films 4 films enfin, si on compte les courts-métrages, je pense que ça fait 6 ou 6. Abel Ferry, vous faites de la publicité, ça vous fait vivre. Ouais. Vous avez travaillé pour Canal+, au Guignol. Au Guignol. A Fistful of Zombies, c'est c'est quoi? Un scénario, alors je l'ai en main. Et ce scénario, vous espérez qu'il va devenir un long métrage. Il a été repéré l'an dernier à Cannes et vous avez bien l'intention cette année de convaincre certains producteurs. Oui, en fait j'avais tourné un pilote, les 5 premières minutes, et qu'on a projeté l'année dernière au Festival de Cannes, au marché du film, et pour convaincre des producteurs français et américains surtout. Vous êtes confiant? Je fais en sorte que ça se fasse, ouais. Gaspard Noé, rebonjour. Ouais. Vous êtes déjà venu dans... il y a 3 ans, ouais. Vous êtes déjà venu dans l'émission, donc vous la connaissez. Cannes, cette année, c'est un tout petit peu différent. Cannes, cette année, j'ai 2 courts-métrages. Ouais. Un porno, un documentaire sur le sida, voilà. On n'est pas dans le long-métrage, là, on est... Non, c'est bien. En plus, les deux, c'est des 2... courts-métrages qui sont dans un cadre de long-métrage. Il y en a un qui est finalisé, qui s'appelle Destructed, où c'était 7 courts-métrages érotiques. Et l'autre, c'est un film où c'est 8 films sur les 8 objectifs des Nations Unies pour le millénaire, etc. Et du coup, il y en avait un, c'était il faut arrêter le sida au plus vite. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la vie? C'est le sida. Donc, vous êtes parrain de la 45e... J'étais là-dedans, filmer le sida. Ouais. Parrain de la 45e semaine internationale de la critique. Jean-Paul Siverac, vous êtes, vous, un cinéaste. Alors, si l'exigence colle bien à quelqu'un ce soir sur ce plateau, c'est bien à vous. Vous êtes prof à la FEMIS, vous êtes de formation philosophique, le Moyen-Âge est votre époque de prédilection, et vous êtes ce cinéaste qui a fait 8 films, qui fait par ailleurs dans ce coffret un DVD interactif. On en parlera dans une seconde. Le mot exigence vous convient ? S'il n'est pas synonyme d'austérité ou d'absence de plaisir, oui, bien sûr. Non, parce que Céline Bozon signe la photographie, non. La plupart de vos films. Donc, au-delà de ça, on parlera notamment avec vous de cette idée que la vidéo est aussi un outil qui permet de belles performances. Jean-Hugues Anglade, grande carrière, et là aujourd'hui, parce que 20 ans après 37.2, je me disais en regardant... Ce que nous apporte ce DVD, M6 vidéo, les 2 versions de 37.2, la longue et la courte, plus un documentaire sur les souvenirs de ceux qui ont participé à l'aventure. Et je me disais en regardant le film et le documentaire que l'émotion était intacte.
j'imagine pour vous et tous ceux qui ont travaillé avec Benex, mais aussi pour le spectateur. Je vous disais tout à l'heure, avant d'entrer sur le plateau, il suffit de revoir la photographie de ce film ou une scène pour immédiatement retrouver l'intégralité d'une émotion. Vous êtes d'accord avec... Oui, moi je suis pas spectateur du film, hein, puisque je suis partie prenante dedans, donc, mais en fait, moi aussi, il suffit que je me souvienne d'une situation ou d'un morceau de musique sur le film pour réactiver, au fond, tout le souvenir de ce tournage qui a été tout à fait extraordinaire. Invité musique également, ce soir, ce sera du rock et ce sera Jésus Volt. Jean-Paul Siverac, Cannes, ça commence par un train spécialement affrété à Londres, direction Cannes, pour célébrer le cinéma commercial avec David Chicotte. Vous êtes très très loin de cette frime et en même temps, vous n'êtes pas austère. Non, mais moi, je ne suis pas puritain non plus. Je pense que le cinéma, il est très diversifié. C'est très bien comme ça. Je pense qu'on peut très bien... tout ça peut très bien coexister. Je n'ai jamais vu... En tout cas, moi, en tant que spectateur et ensuite en tant que cinéaste, ça ne m'a jamais posé de problème que d'abord d'aller voir des films commerciaux et ensuite que ces films commerciaux-là existent. Moi, ce que je peux regretter, puisque vous avez parlé du mot d'exigence, c'est que je trouve que le cinéma commercial parfois manque d'une exigence artistique, mais pas toujours, mais souvent, aujourd'hui. C'est plutôt ça le problème. Parce que le cinéma de John Ford, c'est un cinéma commercial, c'est un cinéma industriel, mais qui a une exigence artistique, qui a les deux. Et donc là, on peut s'y retrouver, je trouve. Comment faites-vous vos films ? Vous voulez dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, comment je fais mes films? Qu'est-ce que vous avez comme matériel? Comment est-ce que vous payez Du matériel, j'ai pas de matériel du tout. Non, moi j'ai un producteur qui m'épaule, qui me guide, qui est Philippe Martin, donc c'est des films Péléas, qui fait aussi des films commerciaux, avec de l'argent. Mais qui les fait d'ailleurs avec, je dirais, avec exigence, avec amour aussi. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas des films uniquement... C'est-à-dire que le film commercial, c'est un film qui veut faire de l'argent, dont le but est de faire de l'argent. Moi, je trouve que quand un film gagne de l'argent, c'est très bien. Si ce n'est pas un but, si c'est juste un résultat. C'est ça la question. Voilà, c'est tout. Quand on me dit cinéma commercial, en général, on dit manque d'audace artistique et dont le but principal est l'argent. Voilà. C'est tout. Donc voilà, donc moi, pour revenir à mon producteur, qui sait faire toutes sortes de films, c'est avec lui que je travaille et qui m'encourage à faire les films que j'ai envie de faire, en fait. Voilà. Quel genre de film avez-vous envie de faire? Alors, un mot sur la vidéo. Vous travaillez pour des raisons pécuniaires avec la vidéo et vous avez sur ce support qui est théorisé par ailleurs chez Dogma comme une approche possible de plus de réalité. Vous vous dites non, c'est pas comme ça que j'imagine ou que j'envisage la vidéo. La vidéo est quelque chose qui peut permettre un cinéma extrêmement léché, si vous me passez le qualificatif, extrêmement beau. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais vu à la sortie du film La Rencontre, le film d'Alain Cavalier, et je m'étais dit, en voyant ce film en salle, qu'on pouvait très bien faire du cinéma avec de la vidéo, enfin du cinéma projeté. Du vrai cinéma, enfin. Oui, enfin, c'est-à-dire, et puis un cinéma dont le rendu aussi plastique n'est pas celui, je dirais, de la vidéo telle qu'on la voit habituellement. Et surtout, moi, j'avais toujours un peu un problème par rapport à la fiction, c'est-à-dire qu'autant sur le documentaire, je pouvais voir des films en vidéo parce que on a l'œil qui était formé, disons, au reportage aussi. Et donc les documentaires, pourquoi pas. Mais les fictions, c'était plus compliqué, sauf quand elles étaient un peu expérimentales, comme celle de Godard, par exemple. Donc quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit qu'on pouvait très bien travailler avec de la vidéo et ensuite kinescoper, c'est-à-dire passer sur de la pellicule et projeter ça dans une salle avec de la fiction. Et ça coûtait pas cher. Et là, on pouvait faire les choses très librement. Ça veut dire sans argent.
Donc la phrase de Godard qu'il a toujours répétée, qui est « Vous voulez faire du cinéma, vous avez votre copine, un copain, une voiture, une caméra, vous partez ». Avec la vidéo aujourd'hui, et puis encore plus maintenant que moi quand j'ai commencé, on peut monter les films, chacun peut monter son film sur un ordinateur. On est très libre de faire ce qu'on veut. On peut faire du cinéma avec ça. Voilà. Donc moi, je suis parti... Est-ce que vous avez une voiture? Eh ben non. Non, j'ai pas de voiture. mais Céline a une voiture. Donc ça aide. Donc, bah oui. Est-ce qu'il vous défraie pour l'essence? C'est de plus en plus difficile. Premier film, Ni d'Ève ni d'Adam, ça date de 1996. Ça se passe dans une banlieue et c'est l'histoire d'un jeune couple. Vous avez eu des difficultés, sinon de censure, du moins de prévention de l'institution quand vous avez sorti ce film, puisqu'il y a la mort d'un autre enfant juste avant la fin du film. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait eu tant de prévention avec ce film qui reste interdit en salle au moins de 12 ans? Il est interdit au moins de 12 ans, mais c'est-à-dire que je m'attendais plutôt à l'effet, enfin, disons, au procès inverse, puisque le film, effectivement, il y a la mort d'un enfant, mais ensuite, une prière est dite sur le corps de cet enfant. Donc je m'étais plutôt dit, on va plutôt attaquer le film sur l'inverse, c'est-à-dire sur quelque chose qui pourrait être éventuellement moralisateur ou religieux, ou quelque chose comme ça, ce qui n'était pas mon intention du tout. En fait, effectivement, c'était plus sur le climat du film et sur le fait qu'un enfant mourait et que ça devenait un film, c'est ce qu'a dit le comité de censure, désespérant. Voilà, désespérant pas artistiquement, mais désespérant. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Gaspard Noé Glousse, pourquoi vous gloussez? Désespérant, c'est pas la commission de classification de juger si c'est désespérant. À la limite, c'est bien. Si c'est un film triste et qu'ils disent c'est désespérant, c'est que ça marche. C'est plutôt un gage de qualité, quoi. Oui, enfin, moi, en tout cas, je ne voyais pas le film ni désespérant, ni dans l'espoir. Le film ne me semblait pas être situé là. Donc, il devait y avoir quelque chose qui devait... Oui, il trouvait ça très noir, mais il a échappé de très peu à l'interdiction au moins de 16 ans. Quand on voit le film, je trouve ça tout à fait incompréhensible. Enfin, moi, je trouve ça incompréhensible. Hein. Extrait de ce film, c'est la fin. Les deux enfants ont fui. Un enfant essaie de s'interposer, il tombe et il meurt. Une prière est dite sur cet enfant par les deux meurtriers. Et ensuite, le film se termine de cette manière-là. Sur votre manière de faire, plusieurs remarques. L'importance de la musique, très précisément choisie et systématiquement choisie. Des plans tout en longueur, l'importance du plan séquence dans ce que vous faites. Et une récurrence d'une scène que je vois dans plusieurs de vos films, qui est une scène de pénombre où systématiquement un homme et une femme, un adolescent et une adolescente, échangent dans cette pénombre et se rassurent, ou en tout cas se donnent l'un à l'autre sur la musique, le plan séquence et ces scènes de don. Ça fait beaucoup de choses.
Sur la musique, en fait, ce qu'il faut dire là sur ce film, l'extrait qu'on vient de voir, c'est que le personnage de la fille dans le film est croyante. Elle a un rapport fort à la religion, un peu naïf, hein, mais fort. Et donc le garçon, pas du tout. Et après ce qui s'est passé, c'est le moyen qu'elle trouve, elle, de l'amener sur des espèces de simili-baptême, disons, qu'on voit là, de rassurer en quelque sorte le garçon, de se rassurer elle-même, enfin eux deux. Et la musique est choisie parce que pendant le film, on a une musique un peu religieuse qui est associée à l'univers de la jeune fille, en fait. C'est un chant de Jérémie du Moyen-Âge. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge du tout. Hein. C'était juste pour ce film qu'il y avait ça. Mais bon, j'essaie que les musiques, disons, déploient un peu dans les thèmes et dans les sentiments ce qui est montré. Dans les thèmes, la disparition, un mot qui revient souvent, c'est « reste ». Le mot « rester ». Ne t'en va pas, reste. C'est un des thèmes forts de votre cinéma, c'est l'absence ou la désapparition. Il y a probablement des choses qui se recoupent comme ça dans les films, mais je crois que le cinéma, c'est justement fait pour retenir ce qui disparaît. Enfin, on filme quelque chose et qui ensuite ne sera plus là, et ensuite on peut le reprojeter sur un écran. Donc ça, c'est une chose qui je crois, est à l'œuvre dans le cinéma. En tout cas, moi, j'ai un rapport assez fort avec ça. Je sens ça assez fortement, c'est-à-dire l'idée que ça ne se passe qu'à un moment donné. Enfin, je pense que les cinéastes connaissent ça. Enfin, l'éphémère. Oui, voilà, sur votre présentation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, et que ça se retraduise ensuite dans des thèmes, dans des narrations, dans des personnages, dans mes films. Je pense, oui, que ça vient quand même aussi de ce rapport-là. Peut-on parler avec les morts ? Parce qu'il y a aussi, notamment dans votre dernier film, des séances spirites. Et donc c'est le rapport à l'au-delà. Tout ce qui concerne le rapport à l'au-delà, les morts, la religion, c'est toujours donné dans mes films comme quelque chose dont le spectateur peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Moi, je ne crois pas à tout ça. C'est toujours donné comme, disons, le moyen de parler d'autre chose. Et si des gens croient à ça, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus, et peut croire à ce qu'on voit sur l'écran, mais... Simplement, pour moi, c'est un moyen de faire exister le passé, le présent dans les films, ce genre de choses. Jean-Claude Carrière, merci de nous avoir... Oui, un peu en retard, pardonnez-moi. Vous êtes tout excusé. Vous êtes là parce que vous avez une actualité particulière, qui est la publication chez Odile Jacob de Fragilité. Et quand j'entendais Jean-Paul Siverac dire « retenir l'éphémère », je me dis que votre livre dit exactement le contraire. Surtout, n'essayez pas de retenir l'éphémère. Profitez-en. Oui, d'abord, un scénario, Jean-Paul le sait très bien, est l'éphémère même. À la fin d'un tournage, le scénario, on le retrouve dans les poubelles du studio. Son existence est terminée, il est devenu un film. Et le cinéma est là pour fixer quelque chose qu'on espère qu'il va durer. La fragilité, elle nous concerne tous, pas seulement les films ou les œuvres que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous espérons que ça durera plus que nous. Sinon, nous ne le ferions pas. Vous êtes notamment scénariste. Jean-Hugues Anglade, 37.2 le matin. Alors là, pour le coup, on a l'impression que c'est quelque chose qui reste. C'est ce que je disais, Jean-Claude, hein, juste avant que vous n'arriviez, c'est qu'il suffit de revoir un plan de ce film, et on va vous en montrer tout de suite, une séquence, pour retrouver une émotion. C'est-à-dire qu'on a le même phénomène avec d'autres films. Enfin, moi, je sais pas, quand je pense au Mépris, quand je pense à certains films de Kubrick, je veux dire, il suffit de m'envoyer un plan pour que je tout de suite rebascule. Les acteurs sont très utiles pour ça. Surtout celui-là. Oui, ils sont lui en particulier. Et... voilà, donc, mais l'éphémère, on l'a aussi au théâtre. On a choisi une sorte de... Enfin, je ne sais pas, c'est une certaine nature d'éphémère qu'on choisit en faisant du cinéma. Voilà. Et voilà, le jeu de l'acteur, en ce qui vous concerne, il y a une dimension physique. Benex dit, 20 ans après, qu'à l'époque du tournage de 37.2, vous étiez extrêmement physique dans le film. Vous donniez à fond.
Oui. Aujourd'hui, vous avez un parcours qui vous a fait aussi réalisateur, qui vous a fait bien sur sûr, un film. Hein, bien sûr comédien, mais est-ce que cette dimension physique, alors que Benex dit qu'elle c'était de jeune âge, est-ce qu'elle est toujours présente chez vous? Non, mais enfin, moi, j'appelle pas ça moi, j'appelle ça plutôt une application. Elle est aussi cérébrale que physique. Enfin, bon, voilà, c'est un tout. Donc, voilà, je fais avec mon corps, avec mon esprit, et je pense que le cinéma, c'est aussi capte aussi la présence physique. Donc, voilà. On va regarder un film sur une sprinteuse. Hein. Oui, effectivement, oui, mais sur vraiment l'effort physique. Oui. Même. C'est ton cas, le film. Oui, hein, c'était le film qui s'appelait Ton cas. 37,2 le matin, 20 ans après, c'est aujourd'hui disponible dans les deux versions. Quand vous regardez les deux versions, mais je suis sûr que vous ne les avez pas regardées, non, parce pas du tout, vous dites que vous n'allez jamais revoir un film. Non, jamais, non. Je le vois une fois pour faire plaisir au metteur en scène, et puis après... non. Et vous avez vu la version courte? J'évite. Vous avez vu la version courte? Oui, oui. Mais je préfère la version courte. Donc vous avez vu la version longue? Oui, j'ai dû la voir. Oui, j'ai dû la voir, mais non, mais c'est-à-dire que je connaissais tout le matériel qui a été engrangé. Voilà, enfin, c'est un film de 13 semaines avec. Il y avait effectivement, je comprends les raisons pour lesquelles Jean-Jacques a fait une version intégrale, parce qu'il y avait effectivement, c'était très frustrant pour lui, peut-être de s'en tenir à 1h50 de 37.2. Moi, je trouve que le film 37.2, c'est avant tout la version d'1h50, voilà. Extrait de cette version. Zorg et Betty, vous incarnez Zorg, Betty est incarnée par Béatrice Dalle. Si je le rappelle à ceux qui ne connaîtraient pas le film, que c'est une descente dans la folie et dans la mort, puisque Betty va mourir. Et le début de la descente de Betty dans la folie, c'est quand, alors qu'elle veut être enceinte, elle apprend qu'elle n'est pas. Et elle retrouve Zorg le soir, après avoir appris que l'heureux événement n'était pas à venir. Difficile? Non, pas particulièrement. Non. Je suis un peu gêné surtout. Commentaire sur 37.2 autour de la table? Est-ce que Belle Ferry, est-ce que c'est un film que vous avez vu? Ah oui, bien sûr. Ouais. Et vous avez la trentaine, vous, donc vous aviez 10 ans quand le film est sorti. Vous le découvrez comment? Je ne l'ai pas vu en salle, hein, je l'avais vu après en vidéo. Qu'est-ce que vous pensez d'un film comme celui-là? Alors, la grosse question piège. Non, enfin, en tout cas, c'est un film qui m'avait marqué quand je l'avais vu, parce que j'étais quand même, j'avais une dizaine d'années, donc par rapport à tout ce qui est le sexe qu'il y avait dans le film, etc. C'était quelque chose qui était assez. J'avais jamais vu ça d'un coup sur grand écran comme ça. Enfin, donc c'est avant tout c'est le souvenir qui m'avait marqué moi de ce film-là. Mais aussi au-delà de toute la prestation des comédiens et puis et la fin qui était effectivement qui était super triste, auquel je m'attendais pas, parce que quand on a une dizaine d'années, on voit pas du tout ce genre de choses. Donc moi c'était la première fois la fin assez va jusqu'au bout. Je me souviens de ça.
tous les comédiens et tous ceux qui ont participé à ce film disent que le film a été une expérience de vie pour tout le monde. Autrement dit qu'il y avait bien sûr le film, et en général il y a le film et puis après on rentre chez soi. Or là, personne ne rentrait chez soi après. C'est-à-dire que... Ben non, parce que déjà on tournait en province, on a tourné pratiquement tout en province. Et puis effectivement, il y avait une sorte de vibration sur ce tournage qui était assez même magnifique, assez unique. Et puis, je sais pas, on était heureux d'être dans cette histoire. Je pense que aussi toute l'équipe autour de nous était participait au film, à l'histoire de ce film, au destin de Zorg et de Betty. On avait le bouquin de Gian qui était notre livre de chevet pour nous. Parce qu'en fait, bon, le cinéma, c'est toujours un petit peu, comment dire, joue beaucoup avec l'ellipse aussi. Donc en fait, quand moi j'avais envie de retrouver des détails, même des sentiments qu'éprouvait Zorg, ou je me référais au livre. Donc en fait, il y avait une espèce on a vécu comme ça en autarcie, si j'ose dire, pendant 13 semaines. Voilà, et ça a été tout à fait merveilleux. C'est agréable dans sa carrière, dans son travail d'acteur, d'avoir un film qui soit, au fond, ce qu'on rêvait un peu du cinéma quand on était jeune, à savoir le cinéma c'est la vie c'est le cinéma. Enfin bon, il y avait une espèce de... C'était un peu profil collé, si vous voulez, avec la vie, et on était c'était très agréable à vivre, quoi. Après, par la suite, les autres films se sont faits davantage, on se responsabilise davantage, on a plus de distance, parce que voilà, ça se passe pas toujours de la même manière. Il y a toujours des petites choses qui viennent contrarier un tournage, alors que celui-là était vraiment voilà, un petit coup de baguette sur ce film. Sur votre carrière de comédien, il y a eu d'autres films après. Oui. Il y a bien sûr, Heureusement. il y a bien sûr Chéreau. Et j'ai volé une phrase, mais vous allez me dire non, c'est après ce qu'elle est. Non, mais je pense qu'elle est bon. Et vous dites que dans vos envies d'acteur, vous dites je porte des prédateurs en moi. Oui, dans les personnages que vous avez dû incarner. J'ai dû le dire à un certain moment, parce que c'est vrai que j'aime bien les personnages qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu à la fois, qui vont dans mon sens et puis qui vont un peu contraire aussi, un peu à ma nature, mais c'est peut-être pas tout à fait contraire à ma nature non plus. Je veux dire, c'est le plaisir aussi ludique de jouer. Quand on est acteur, on peut justement s'offrir ce luxe d'être impudique alors qu'on est timide dans l'existence, d'être, comment dire, violent à l'écran alors qu'on est un doux dans la vie. Voilà, enfin, bon, tout est relatif, évidemment, mais c'est la capacité et puis le plaisir ludique aussi à savoir utiliser ce qu'on est profondément, parce que dans toute nature humaine, il y a de la violence, il y a de la douceur, il y a ce qu'on veut, et puis d'avoir ce luxe extraordinaire de pouvoir le transposer au cinéma. Il y a des tas de choses que je n'aurais pas accomplies de mon destin si je n'avais pas été acteur et que j'ai pu accomplir au travers des destins de mes personnages. Voilà. Vous dites quand je tourne, je ne sais pas l'heure qu'il est, c'est toujours le cas? Ça dépend quel film. Il y a des films américains sur lesquels j'ai tourné où j'ai souvent regardé ma montre. Ouais. Mais pas ceux dans lesquels vous êtes impliqué? Non, c'est certain que j'ai toujours le même plaisir. Mais tout à l'heure, quelque chose m'avait frappé tout à l'heure, c'était sur le fait effectivement que vous disiez, Jean-Claude, que quand on tourne, on tourne, et puis après, finalement, on a essayé de fixer quelque chose qu'on espère va demeurer et va nous survivre. Et en même temps, c'est vrai que j'ai toujours eu, moi, le sentiment que même les scénarios, une fois pliés, une fois, traversés, si j'ose dire, j'ai toujours plaisir à les conserver. C'est un peu comme les vêtements aussi, etc. Et je me rends compte que, parce que je suis allé voir l'exposition de cinéma à Paris, etc., qu'en fait, on est très, très heureux de retrouver des traces. Maintenant, les cinémathèques commencent à en demander des vieux scénarios, surtout s'ils sont annotés. C'est super émouvant, et ça ravive une mémoire, d'ailleurs, que nous n'avons pas vraiment, puisque nous n'étions pas de la partie, ou n'étions pas vivants même au moment où on a tourné Les Enfants du Paradis, qu'on voit des traces comme ça tangibles. Et c'est quand même, moi j'ai toujours conservé, je me suis toujours dit que c'était quand même une preuve tangible que ça avait existé. Voilà, c'est pas désagréable.
Conseil de visionnage, Fabrice Lucchini, La Discrète, un film de Christian Vincent. Ça sort, Judith Henry, Maurice Garrel, Maurice Bunel, grand succès populaire pour La Discrète, avec 1 500 000 entrées. Un homme, un romancier conduit, décide de se venger et de raconter par le menu dans un journal intime comment il va trahir toutes les femmes qu'il va désormais rencontrer, sauf qu'il va tomber sur La Discrète, extrait de ce film avec Judith Henry et Fabrice Lucchini. Vous avez déjà travaillé à partir des preuves corrigées? Non. C'est très embêtant, ça, alors. Pourquoi ça n'a pas l'air très compliqué? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Ça parle de quoi? Des femmes. C'est écrit par un vieux monsieur qui a consacré sa vie à étudier la façon dont les femmes faisaient leur toilette à travers l'histoire. On a parfois l'impression que c'est écrit d'une main par un vieil onanisme, mais enfin, dans l'ensemble, c'est assez intéressant. Il y a un chapitre intitulé « Traiter des mouches » tout à fait instructif. Vous savez qu'au XVIIe siècle, les femmes portaient ce qu'on appelle des mouches. C'était des petits morceaux de taffetas noir qu'elles se collaient sur le visage ou sur les seins et qui faisaient ressortir la blancheur de leur peau. Celle qu'on portait sur le front s'appelait la majestueuse. Près des yeux, c'était la passionnée. Au coin des lèvres, c'était la galante. Celle qui cachait un bouton, c'était la voleuse. Celle qu'on portait sur le menton, comme vous, ce grain de beauté, c'était la discrète. La Discrète, c'est chez Arte Vidéo. Céline Bauzon, comment vous abordez-vous un film comme directrice de la photo? Quel est votre premier rapport, votre premier contact au film que vous allez éclairer? C'est la rencontre avec le réalisateur, tout simplement. Et après, le scénario, etc. Mais moi, je suis pas une grande lectrice de scénario. Enfin, j'ai l'impression que je sais pas lire vraiment un scénario et en apprécier le... On n'apprend pas à la Fémis à lire des scénarios? Si. Pas dans ma section, non. Non, je blague, j'ai fait la section images, moi, mais... non, mais disons que moi, c'est plus comment raconte le réalisateur et son univers quand il y a eu des films qui ont précédé la rencontre ou que j'ai pu voir, ou des choses comme ça, qui me nourrissent plus que le scénario, c'est dans un deuxième temps, quoi. Que vous a dit Jean-Paul Siverac de ces films? De ces films, bah déjà à chaque fois c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bon, Fantôme c'était un peu particulier parce que comme il l'a dit, on est parti sur une expérience, une aventure, enfin quelque chose de très particulier puisqu'on n'était que 5 à faire le film avec une voiture et les comédiens qui nous suivaient. Votre voiture. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'était une manière de faire très libre, effectivement, qui a duré beaucoup de temps, sur plusieurs moments, etc. Donc, et moi, j'étais toute seule à l'image, donc ça, c'était un peu la première rencontre avec Jean-Paul. Et puis après, voilà, chaque film a son histoire, quoi. Mais moi, Fantôme, ça reste un souvenir assez merveilleux parce que disons que c'était un peu le premier film vraiment qui sortait en salle, long métrage qui sortait en salle, dont j'étais l'opératrice. Et en même temps, j'ai l'impression que même depuis celui-là, j'ai jamais été aussi libre de réfléchir et d'aller jusqu'au bout des choses que sur ce film-là, du fait de cette liberté et de cette économie-là qui était très très légère, quoi. Fantôme et le dernier film également de Jean-Paul Siverac, À travers la forêt, ça date de 2005, ouverture du film, plan séquence qui doit durer un peu plus de 4 minutes 30, même 5 minutes, je crois que ça fait... Ouais. Un peu de choses près, on a regardé à peu près, ça fait 5 minutes. Voilà comment vous le regardez. Donc ayez à l'œil la couleur de l'image qu'on va voir.
Elles sont belles tes fleurs. Elles sont bonnes. Je suis affreuse. Le matin, ça ne devrait pas exister. On se réveille, on voit des horreurs. Film, l'un des 8 films de Siverac qu'on retrouve dans ce coffret chez Blackout. Comment vous appréhendez cette scène-là? Expliquez-moi comment vous, très concrètement, vous fabriquez ce rendu image. Ce rendu image. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon. Non, enfin, vous avez dit comment je regarde, mais je crois que c'est pas comment je regarde, c'est comment ça s'articule. Alors, allez-y, Jean-Paul. Moi, j'aimerais voir la mécanique qui fonctionne quand on réussit à offrir immédiatement au spectateur ce rendu image. L'expression est détestable, je suis d'accord. Non, mais vous savez, sur la lumière, c'est toujours très difficile déjà de caractériser une lumière, enfin d'en parler comme ça théoriquement. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, enfin la façon dont on travaille ensemble, c'est que c'est très concret de faire de la lumière. C'est-à-dire, c'est des visages, c'est des corps, c'est des décors aussi éclairés. Donc, quand on parle sur un scénario, on parle de façon assez générale, disons, de ce qu'on peut comme ça vouloir. On peut se montrer 2 ou 3 extraits de films, on peut me montrer 2 ou 3 photos ou un peu de peinture ou ce qu'on veut. Et puis, en fait, ça se concrétise beaucoup au moment où les acteurs sont choisis. Ils ne sont pas tous choisis au même moment. Là, elle a été choisie. Le film a été fait pour elle, donc cette actrice-là, Camille Berthomier. Donc, elle la connaissait. Et ensuite, on avait les décors. Et les décors viennent progressivement pendant la préparation du film. Et à partir du moment où on a les décors, on a les visages, là, on peut commencer à parler concrètement de comment on va faire. Et souvent, ça se fait aussi beaucoup, enfin, en tout cas pour nous, ça se fait beaucoup sur le goût en commun qu'on a de certains types de lumière. Là, en l'occurrence, il y a de la pénombre. Ensuite, dans le plan, la lumière va changer. Des effets de lumière qui sont intégrés dans la narration du film, par exemple. Voilà. Donc les choses avancent progressivement et elles sont pas très théorisées. Et je ne sais pas s'il y a des cinéastes qui théorisent ça beaucoup plus que nous. À mon avis, pas beaucoup plus. Gaspard Noé, vous théorisez sur la lumière? Moi, je ne théorise pas. Du tout. Déjà, un truc que j'ai tourné, c'est en vidéo, mais il y a des nouvelles vidéos qui tournent à 25 images secondes, donc avec une courbe de contraste qui est très basse, du coup, vous avez l'impression de voir du 16 mm en direct. La lumière, si c'est joli à l'écran, c'est bon. Hein. Vous regardez, c'est un truc instinctif, c'est quand il y a quelqu'un vous plaît pas. Il y a quand même des metteurs en scène qui ont des désirs précis. D'abord pour tel ou tel chef opérateur. Il ne faut pas oublier que la position du chef opérateur, ce n'est pas un simple technicien. Il est responsable de l'image. C'est une lourde responsabilité sur le tournage d'un film. Et ensuite, il faut qu'il y ait un accord. Buñuel, par exemple, demandait toujours à ses chefs opérateurs une absence totale d'esthétisme. C'est-à-dire qu'il voulait une lumière froide, égale, mais avec une grande profondeur de champ, ce qui supposait d'avoir le point à certains niveaux, donc beaucoup de sauce, beaucoup de lumière. Donc ça impose déjà un certain style. On ne peut pas se permettre de clair-obscur, d'effets lumineux, de contraste trop fort sur l'image. Et comme le disait Jean-Paul, c'est un accord réciproque. Il faut qu'à la fois le metteur en scène connaisse le travail du chef opérateur et vice-versa. Ça ne peut venir... Il n'y a pas de théorie, c'est pas une... Mais il peut y avoir des désirs précis En gros, il y a deux types de chefs opérateurs. Il y a le type Sven Nykvist, le grand opérateur de Bergman, qui dit toujours, moi, le maître de la lumière, c'est Dieu. Quand j'arrive quelque part, où que ce soit, je regarde d'abord ce qu'il y a comme lumière naturelle et je l'accentue ou je le souligne. Et puis, il y a les Italiens qui commencent par supprimer toute lumière en studio et par tout reconstruire, par faire des lumières entièrement artificielles. Donc, c'est deux écoles extrêmes, vous voyez, l'une très très proche de la réalité, l'autre au contraire très éloignée. Céline Meuzon, vous êtes sviste ou vous êtes italienne? Quelles sont vos références? Nykvist plutôt, oui. Plutôt Nykvist, d'après ce que j'ai vu. Oui, oui.
la construction Quelles sont vos de la références, lumière. Parnecoist? Mes références cinématographiques. Oui, en tout cas. Quels sont les films bien éclairés de votre point de vue? Bon. Là où vous trouvez de l'inspiration, en tout cas. Disons que par rapport au film de Jean-Paul, en tout cas, il me semble qu'on a pas mal regardé de Minelli. Alors ça paraît un peu massif comme référence, mais en même temps, je pense qu'elle nous a permis de... En fait, pour être plus précis, on a regardé des films différents selon les films qu'on avait à faire. Oui, tout à fait. Parce que même dans le cas de Buñuel, on peut voir les films mexicains, par exemple, ont une image noir et blanc beaucoup plus contrastée, et beaucoup plus plastique, beaucoup plus belle, avec Figueroa, plutôt qu'après dans les films français qu'il a fait. C'est-à-dire plus ça devenait bourgeois et moins c'était contrasté. Voilà. Mais je pense que c'était aussi selon les projets, c'est selon aussi les films qui sont à faire. Donc selon les films, effectivement, Minelli, on l'avait regardé, mais c'était sur un film, spécialement, je pense aussi sur l'organisation du plan par rapport aux personnages, par rapport à la façon comment... Parce que Minelli, c'est très fort sur le plan d'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on filme beaucoup avec des gros plans, une caméra qui tremblote, etc. Et ça, c'est pas ce qui est le plus difficile à faire. Ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en scène, ce sont des gens en pied et plus de 3. Ça, c'est compliqué. Et ça, Minelli sait très bien faire ça, par exemple. Et puis il y avait aussi des changements de lumière. Il y avait un plan où la lumière s'éteignait, là, le contre-jour. Je ne sais plus dans quel film c'était. C'était un Minelli aussi. Ah oui, comme un torrent. Ouais, sur l'idée de... C'est-à-dire que dans certains de ces films, Minelli avait plus de moyens que vous aussi. Beaucoup plus, et énormément plus. Des millions. Une équipe d'électriciens certainement plus importante. Il avait une grosse caméra, alors maintenant les petites caméras donnent un rendu. Vous êtes, Abel, vous êtes sensible à la lumière? Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est-à-dire moi c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire qu'on refait... Moi vu que j'aime bien un peu comme tout ce qui ressemble à un dessin animé, comme tout ce que j'ai fait, ou même quand on bosse au Guignol, on refait tout, ou en pub, on refait tout de A à Z. Et pour que ça soit l'opposé de quelque chose de réaliste, par rapport à, du moins à ce que je tourne, moi. Donc je leur donne plein de références par rapport aux chefs opérateurs différents avec qui je travaille, par rapport à des films, en général les films américains. Et donc quelque chose d'assez précis, souvent parce qu'il y a beaucoup de trucages, d'effets spéciaux, donc ils ont beaucoup de contraintes. Donc c'est tout sauf Dieu? Vous ne respectez pas Dieu? Là, non. Pas dans les trucs que j'ai fait. En plus, c'est souvent de nuit, donc il faut tout refaire. Donc et bien, ça tombe très bien parce que je vous propose d'écouter un groupe de rock qui s'appelle Jésus Volt. Donc, expérience importante de la scène, groupe extrêmement cohérent. C'est un rock actuel, inspiration, on est dans le blues des années 40-50, funk années 70, soul, et puis une pointe d'électro. Premier extrait de leur album, ça s'appelle « I Won't Get Down ».
Jésus Volt, on les retrouve tout à l'heure. Sortie DVD, la femme défendue, Isabelle Carré, film de Philippe Harel, ça date de 1997, c'est le premier rôle d'Isabelle Carré, premier rôle très intéressant d'ailleurs. Parce qu'elle s'adresse, c'est une histoire d'adultère entre une femme qui est sollicitée par un homme, c'est Muriel, et lui s'appelle François, je crois. Et donc François insiste, elle finit par céder, et procédé cinématographique, François est incarné par la caméra, et Isabelle Carré, dans son premier rôle, réussit l'exploit de toujours s'adresser à la caméra. Extrait. Tu vois, je t'avais prévenu. Mais t'es folle, t'es superbe. Arrête, je suis trop maigre. Vois mes os, regarde. En plus, j'ai une cagneux. Je peux t'embrasser? Tu m'as dit que tu me toucherais pas. La main. Je peux te prendre la main? Je peux l'embrasser? La main seulement. La main seulement. Tu m'en veux? Non. Tu regrettes? Je sais pas. Fais-moi un sourire. T'as gagné, hein. T'es content, tu jubiles. Je t'aime. N'importe quoi. C'est chez Arte Vidéo. Un mot sur la nudité au cinéma, Jean-Hugues Anglade, je pense à 37.2, Jean-Paul Siverac, dans vos films aussi, il y a ces corps nus. Commentaire oui. Sur... on a l'impression qu'il y a un naturel dans cette scène étonnant. Oui. Dans 37.2 aussi. Oui, mais c'était un des partis pris importants du film et du roman. C'est ce que voulait Benex. Et puis on était dans les années 80 dans ce type de... Enfin bon, de défi aussi, de challenge. C'était la période, cette décennie, ça a été, il était important d'aller assez loin au niveau, comment dire, de la nudité frontale, etc. Et ça a fait fantasmer le garçon, hein, il l'a dit tout à l'heure. Oui, mais en même temps, c'est, enfin, je dirais que c'est pas une fin en soi, quoi. Je veux dire, je pense pas que le film se résume uniquement à ça, mais c'était une dimension non négligeable, à laquelle il fallait que nous répondions, Béatrice et moi. Donc Béatrice qui dit que ça l'a, enfin je ne veux pas dire que ça l'a traumatisée, mais que ça a été très, très difficile pour elle, et qui dit, après on a fait de moi une fille facile après avoir eu ce film. Or, si on avait su la difficulté que ça allait représenter pour moi... Enfin, moi je ne vais pas parler à la place de Béatrice, je pense que Béatrice maintenant, avec le recul, elle est, quand elle regarde ce film, elle le regarde avec beaucoup d'émotion, elle est quand même très très marquée par ce film.
Et je pense que toutes les petits blocages, les petites difficultés au moment du tournage, c'est vrai que Benayex demandait beaucoup de nudité, puis il y avait beaucoup de scènes où il y avait des simulacres d'amour divers et variés, dont on a un aperçu global dans la version longue. C'est vrai que c'était pas toujours évident que d'avoir l'impudeur de le jouer, quoi. Voilà. Jean-Paul Siverac, corps, décor, comment est-ce que vous appréhendez le corps nu? J'essaie juste de le filmer de la façon qui me paraît le plus beau. Voilà. Selon les personnes, je mets la caméra là où elle me semble la mieux pour peindre la nudité. Gaspard Noé. Il y a beaucoup de corps nus chez vous, quand même. Ouais, dernièrement, pas mal. Vous voulez surtout que les gens soient bien et qu'ils se mettent dans des situations qui ne sont pas celles que les gens ont l'habitude de voir à l'autre bout de la chaîne. Et du coup, j'ai tendance, quand il y a des séquences de nudité, à le faire en équipe ultra réduite. Soit c'est moi tout seul avec la caméra, soit c'est le steadicammer avec les gens. Mais dès que vous avez un couple, une personne toute seule, en train de faire représenter des actes sexuels ou les faire réellement, moins il y a de monde, plus les gens ils sont à l'aise. Après, effectivement, est-ce qu'il faut toujours qu'une séquence de nudité soit érotisante ou pas? Non, je pense pas. Quand on se douche, on n'est pas dans une énergie érotique. Il y a des choses qui sont censées être érotiques, il y a des choses qui ne sont pas censées être belles, il y a des choses qui sont censées être naturelles, quoi. Ce sont l'énergie du moment, mais en toutes circonstances, en général, c'est mieux d'avoir une équipe réduite à ce moment-là. En tout cas, moi, je trouve pas que ce soit les scènes les plus agréables à tourner pour les acteurs. C'était une question. Ni pour les réalisateurs. Moi, je sais que j'aime bien mieux filmer des séquences de baston que des séquences de nudité. C'est vrai, vous avez des mecs qui se tapent, vas-y, crie, tu cries, les gens crient, et tout le monde crie, et il peut y avoir une équipe complète autour. Mais dès que vous vous trouvez face à des gens nus, vous sentez voyeur, vous sentez pervers, et du coup, vous faites, si je suis pas là, faites comme si j'étais pas là, tu tournes la tête, tu tournes avec la caméra ou quelqu'un d'autre le fait. Mais il y a un malaise en tant que réalisateur. En même temps, dans votre utilisation du corps nu, vous allez quand même chercher une image qui vous permet de creuser la part d'ombre ou de creuser le fantasme sur la sexualité, notamment. Le fantasme chez vous, dans votre cinéma. Ouais, mais je vois pas le mot fantasme. Qu'est-ce que... La part d'ombre Je pense la part animale, je dirais plutôt. La part animale, si vous voulez. Ouais, il y a des moments, il y a des dérapages animaux, il n'y en a pas. Mais je ne considère pas que la sexualité, c'est une part d'ombre, c'est plutôt un moment d'abandon de soi, quoi. Jean-Claude, là, Non, quand un acteur ou une actrice se met nue, il faut qu'il y ait une raison dans le scénario, dans la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça change quelquefois le jeu du comédien. Ça l'amène, il n'a plus d'outils, il n'a plus d'atouts, il n'a plus de vêtements auxquels se raccrocher, il n'a plus de bijoux, il n'a que son corps. On le voit par exemple dans l'extrait qu'on a vu avec Isabelle Carré tout à l'heure, quand elle parle de sa maigreur, de ses genoux cagneux. Tout ça, ce sont des éléments qu'une scène de nudité apporte et qui n'existerait pas. C'est nu ou pas nu, peu importe. Il faut que ça ait un intérêt. Voilà, c'est tout. Gaspard Noé. Après, je pense qu'il y a des filles qui sont très jolies, qui sont condamnées presque à ce que dans n'importe quel scénario, il y a une séquence de nudité et je veux bien croire que ça les saoule quand elles disent, voilà, effectivement, il y a toujours une séquence qui n'a aucun intérêt narrativement, où tout d'un coup, elles sont en train de se doucher, où elles traversent le living room après. Et ça, effectivement, c'est un peu une croix pour pas mal de comédiennes. Après, effectivement, que le réalisateur, il veut voir sa comédienne nue, c'est normal. De l'autre côté, il y a des gens, par exemple, Vincent et Monica, ils étaient plus que royaux sur mon film. Mais au départ, il y avait une séquence à la fin où ils devaient être nus. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux qu'on fasse une séquence érotique? Non, juste vous réveillez comme si vous avez fait l'amour. Il faut que vous soyez nus dans le truc. Et on en a beaucoup discuté, alors qu'à l'arrivée, le jour où on l'a tourné, c'était super simple. C'était un vrai couple. Et juste, effectivement, il fallait qu'il y ait une personne sur le plateau. J'ai une question qui, je pense à Irréversible et à cette scène du viol dans Irréversible. Est-ce que vous auriez pu faire cette scène avec une autre comédienne qu'un parangon de beauté? Qu'avec un parangon de beauté, un modèle de beauté, j'aurais pu le faire avec une autre comédienne, j'aurais pu le faire avec un tunnel qui n'était pas peint en rouge et peut-être pas avec un homme qui était boxeur et qui était ultra violent à la base pour jouer le violon. Je trouve qu'effectivement, en tout cas, Monica, elle est allée jusqu'au bout d'un truc que je n'avais pas demandé d'aller aussi loin. J'ai dit, voilà, des séquences comme ça où en plus les dialogues ne sont pas écrits, c'est aux gens d'aller jusqu'à leurs propres limites. Il s'avère que là, le court-métrage érotique que j'ai fait, c'est avec une fille qui avait même jamais posé nue en photo.
Et du coup, effectivement, quand vous dites à quelqu'un, masturbez-vous devant une caméra et que la fille a 19 ans et qu'elle se retrouve à se frotter avec un nounours, etc., il était un peu gêné. Donc, effectivement, après, au montage final, ça s'est retrouvé que la partie de cette fille était plus courte que la partie du garçon qui était censé faire l'amour avec une poupée gonflable. Parce que lui, effectivement, c'est un mec totalement débridé. Et du coup, il disait, voilà, tu en veux, vas-y, on peut tourner pendant 4 heures. Et je me suis retrouvé avec plus de matériel à arriver avec lui qu'avec elle. C'est souvent quand vous faites des films, vous défendez un peu des gens que vous mettez devant la caméra. Ils se lâchent ou ils se lâchent pas. Il y a des gens qui se lâchent et tant mieux. Vous êtes le parrain de la 45e Semaine internationale de la critique, du 18 au 26 mai à Cannes. Vous succédez à Bertolucci. Au-delà de cette dimension, on s'arrête sur ce qui fait votre actualité cannoise. Il y a Destricted. Ouais, c'est ça. Et bon, alors... Ça, c'est un truc, j'avais été une fois pour un congrès aux États-Unis, à New York, et j'ai rencontré un mec qui est commissaire d'expo en Angleterre, à la Tate Gallery, à droite à gauche, à New York, qui m'a proposé, parce qu'il savait que j'avais fait un clip érotique pour Placebo, que j'avais déjà fait un truc pour le ministère de la Santé, où il y avait du sexe explicite, il m'a dit, j'ai un projet de film où seraient plein de courts-métrages d'artistes contemporains qui font des trucs érotiques comme Anne Ray en avait fait ou d'autres gens. Larry Clark, Richard Prince, Marina Abramovic, Marco Brambilla, Sam Taylor Wood, donc ce sont des artistes contemporains dont le projet en termes de court-métrage est la pornographie. C'est pas la pornographie, il y avait une condition, c'est des trucs pornographiques. Mais l'objectif n'est pas la pornographie, c'est faites chacun ce que vous voulez, à condition qu'il y ait du sexe explicite dedans. Mais du sexe explicite, à l'arrivée, il y a très peu d'actes sexuels, c'est pas mal de trucs masturbatoires, quoi. La chose, c'était qu'ils disent, voilà, on vous donne peu d'argent, est-ce que ça vous amuse de faire des trucs où vous filmez? Moi, bien sûr, j'ai dit oui, j'ai même pas demandé quel était le budget, j'ai dit oui d'avance parce que ça m'amusait. Et c'était pas une opération commerciale, c'était plutôt une opération d'amusement pour eux comme pour moi. Et je crois que bizarrement, ils ont cherché de l'argent dans les chaînes de télé, chez les distributeurs de cinéma, etc. Et personne n'a suivi, parce que tout le monde a peur de l'interaction moins de 18 ans. Par contre, ils ont trouvé des mécènes d'art ou des collectionneurs d'art qui ont mis de l'argent. Et du coup, effectivement, chacun, il y en a qui ont été... Et donc, ce qu'on va voir à Cannes va finir à la Tate Gallery, et ensuite, ce sera la FIAC, bien sûr. Oui, des choses comme ça. On regarde un court extrait de ce que vous avez fait pour Destricted. Ça s'est coupé au moment clé. Quel moment clé c'est l'éphémère, on fait ce qu'on veut avec ce que vous nous avez montré. On a vu plus de nudité sur son film que ça. Ce qui est bizarre, par exemple, là, ça s'est un peu improvisé. Ce tournage-là, il y a une fille que je ne connaissais pas, on m'a dit, ouais, il y a une fille qui a 19 ans, qui paraît plus jeune, vient à New York, et du coup, on était allé tourner avec elle. À l'arrivée, c'est un film qui fait film hybride expérimental. Quand vous faites des cinémas de long métrage, etc., vous avez toujours ce souci de la rentabilité, comment les gens vont recevoir le film, est-ce que ça va faire des entrées en salle, qui c'est qui va le financer ou pas le financer. Quand vous faites, même à l'intérieur d'un cadre d'un long métrage, à sketch, etc., un court métrage, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore fait. Et là, je me suis dit, voilà, je n'ai jamais fait un film stroboscopique, j'ai jamais vu un film érotique stroboscopique, et du coup, voilà, c'est un film qui dure 23 minutes avec un battement du début à la fin. Quand il y avait le porno, c'était la passoire. Hein, Quoi C'était le principe du stroboscopique, c'était la passoire pour... Quand on regardait Canal+, pour décoder. J'en ai vu des centaines comme ça sur Canal+, avec le truc quand j'avais pas le décodeur. Moi, je fais partie de la génération où voilà, j'ai grandi dans la pornographie. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai découvert pas mal de choses grâce à ça. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, où se situe, question générale, entre l'art et la pornographie? Je pense au travail d'Abramovic, par exemple, sur quelques vieux mythes sexuels dans les Balkans, où c'est un film très fort aussi, avec de la BD et de la graphie. De votre point de vue à vous, qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui artistise la pornographie? C'est les cadrages, hein. On peut faire un truc artistique. C'est les cadrages, sur un capot de voiture, vous pouvez voir des films de Kenneth Anger où c'est juste celui qui filme des travelling autour d'une voiture, il y a un mec qui frotte le capot d'une voiture, et c'est super artistique. Vous pouvez faire la même chose avec un couple qui fait l'amour, ou je sais pas, ou avec quelqu'un qui prépare un poulet, quoi. Il n'y a pas de thème qu'on puisse pas rendre esthétique. Après, c'est une histoire de cadrage, explicite.
Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais à la limite, je pense que par contre, le sexe explicite, ça parle à plus de gens. Ce qu'il veut dire ou l'histoire qu'il veut raconter, tout simplement. Il y a des partis pris formels qui sont habituels, qui sont inhabituels. On appelle artistique généralement un parti pris formel un peu inhabituel. Après, il y a des clichés artistiques, etc. Mais en tout cas, en cinéma, moi, je... Il faudrait déjà d'abord savoir ce que c'est que la pornographie et ce que c'est que l'art. Et on en aurait pour toute la soirée. Si on voulait le sexe explicite, c'est... Oui, mais... J'ai fait la préface du dictionnaire de la pornographie aux presses universitaires de France. Donc, vous voyez, vous avez en face de vous un spécialiste de cette problématique, comme on dit joliment. Je pense qu'en tout cas, par rapport à ce qui est le mélange pornographie, cinéma dit traditionnel, parce que les gens du porno, ils appellent ça du traditionnel, je crois qu'en France, on est quand même un peu le fer de lance de la planète en ce moment, parce qu'il n'y a presque pas un film d'auteur qui n'en contienne pas, quoi. Et dès que vous allez vers les pays anglo-saxons, etc., il y a souvent des liens avec des studios américains. Les studios américains, il n'est même pas question de montrer une nudité masculine sans qu'on parle d'érection, parce qu'immédiatement le film est catalogué NC-17 ou unrated, et du coup les studios sont obligés de réclamer leur billet. Et du coup, même à la base, les réalisateurs, ils ont peur d'écrire une séquence de nudité masculine, ce qui n'est pas le cas je pense... Je me souviens d'avoir vu L'Homme blessé et plein d'autres films où tout d'un coup on s'est dit voilà, ça fait longtemps qu'en France la nudité n'est pas un problème à l'image, ou je sais pas, ou le film de Buñuel avec Angela Molina. Oui, cet obscur objet. D'ailleurs, j'ai une question sur ça. Vous avez une question sur quoi Sur cet obscur objet du désir, qui est un des films narrativement les plus fascinants, parce que c'était le film où il y avait deux comédiennes qui interprétaient le même rôle. Est-ce que vous avez vu Palindrome, qui a un peu pris le même schéma, mais qui l'a poussé encore plus loin, où tu as 9 filles qui jouent. Quelle était la question? Il y avait un secret dans cet obscur objet du désir, c'est que les deux comédiennes étaient doublées par une troisième. Et elles avaient la même voix. J'ai pas remarqué, j'ai dit à cette fois, j'avais pas remarqué. Ça a ajouté beaucoup au trouble. C'est le seul film avant Palindrome où effectivement il y avait deux comédiennes qui jouaient le même personnage. Effectivement, ça crée un côté schizophrénique dans la perception. Ce qui commençait à se faire au théâtre. On commençait à voir un Hamlet avec 2 ou 3 acteurs qui jouaient Hamlet dans la même pièce, mais le cinéma, je crois que c'était la première fois. Quand on vous entend parler, on imagine immédiatement que le sida est apparu dans vos thèmes de réflexion, à telle enseigne que vous faites un documentaire, c'est votre deuxième actualité à Cannes, vous faites un documentaire sur le sida en Afrique. Le truc, c'est que entre des longs métrages, des fois vous avez des temps morts, des fois vous n'en avez pas. Je commençais à préparer un film au Japon qui était retardé. Et du coup, à un moment, on m'a proposé un truc, c'est un projet de long métrage qui s'appelle 8, où il devait y avoir 8 films entre 10 et 15 minutes sur les 8 objectifs des Nations Unies pour le millénaire, du style il faut lutter contre la mortalité maternelle, contre l'illettrisme, contre le sida, l'extrême pauvreté, les écarts nord-sud, la disparité homme-femme. Et il y avait un sujet qui était le sida qui n'avait pas été pris. J'ai dit, écoute, qu'est-ce qui est le truc qui me terrifie le plus? J'avais vu des documentaires sur des gens en train de mourir du sida en Afrique. Qu'est-ce qui me terrifie le plus, c'est ça? Oui, peut-être parce que effectivement, le sexe me travaille beaucoup. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce sujet, on est comme la plupart des gens, la plupart des gens. Et du coup, effectivement, je me dis, voilà, j'ai des amis qui sont séropos, etc. Et du coup, je me dis, voilà, allons voir en Afrique ce que c'est qu'un roi ou des gens meurent du sida. Et du coup, j'ai dit, voilà, je veux prendre ça. Mais ils m'ont dit au départ, oui, mais il faudrait que ce soit un film de fiction. Et je dis, voilà, non, je me vois plus faire un truc de documentaire fiction. Et j'ai dit, on verra à l'arrivée ce que c'est. Et voilà, j'ai été tourné, on a tourné pas mal de matériel. Au Burkina Faso, au départ, je pensais au Congo, mais on m'a dit que c'était dangereux. Et du coup, on s'est retrouvé au Burkina Faso, qui est nettement moins contaminé. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, par exemple, vous allez au Botswana, une personne sur 3 est séropositive. Il paraît que dans les quartiers, les bidonvilles d'Afrique du Sud, 70% des gens sont séropositifs. Et effectivement, quand vous allez au Burkina Faso, même si la proportion de la population est très réduite, vous y allez et vous vous rendez compte que finalement, ce qui tue en dehors du sida, c'est vraiment la faim, quoi. Et j'avais jamais été confronté à la faim, ou même dans les hôpitaux, c'est le manque de nourriture qui tue les gens, quoi. Et la statistique est impitoyable, 80% des budgets de recherche en Occident, 20% des malades, 80% des malades en Afrique, 20% des budgets de recherche consacrés à l'Afrique. Bon. Extrait de votre film « Au pays des hommes intègres ». Le sida est une maladie qui fait très mal,
puisque ça amène toutes les petites maladies. Tout le corps, la tête, les yeux, surtout le foie, maux de ventre, la diarrhée. Ma famille, je ne les ai pas encore informés comme ça, mais ils savent que je suis malade. Mais j'ai des amis que j'ai informés, plusieurs amis. J'ai 4 enfants, tous des filles. Si je les informe, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Puisque c'est des enfants, ils peuvent pleurer devant moi et ça ne va pas me plaire. Ça, c'est sûr. Si je les vois pleurer à cause de moi, ils pleurent parce qu'ils me voient mourir. Donc ça va m'affaiblir et ça peut m'aggraver même mon mal. Un mot de commentaire sur C'est ce qui est très bizarre. Vous allez au Burkina, je ne connais pas le reste de l'Afrique, c'est la première fois que j'allais en Afrique noire, mais quand vous vous confrontez aux histoires que les gens vous racontent, qui sont d'une tristesse inouïe, on a l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête, et que tout d'un coup, ils relativisent tout, ils positivent. Il y en a pas mal qui se plongent dans la religion à ce moment-là, dès qu'on leur annonce une maladie grave. Mais vous revenez à Paris, vous voyez vos propres amis qui parce que leur copine à 3 balles les a balancés, ils parlent déjà de suicide. Et c'est quoi, t'as pas de problème. C'est des gens qui se retrouvent souvent avec 10 enfants à leur charge et ils ne savent même pas comment ils l'ont attrapé. On relativise pas mal de choses. À part ça, effectivement, lui, c'était un cas. Genre, on a filmé. Très beau dans ce qu'on a vu, je trouvais, c'était la dissociation de l'image et de la voix. Ça, c'était très, très émouvant, comme si déjà quelque chose parlait malgré lui. Mais lui, ce cas-là particulier, parce qu'on avait eu... Il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient témoigner parce qu'ils sont souvent répudiés par leur famille, ils sont répudiés par leur quartier. Il y a même des gens, on dit, voilà, il y a un tel qui est séropositif dans le quartier, il y a tout le quartier qui vient lui dire, il faut que tu dégages parce qu'on ne veut pas de gens contaminés dans notre quartier. Il y a aussi, parce qu'ils vivent dans des cours, s'il y a quelqu'un qui est malade dans une cour, ça pose problème. Effectivement, on a filmé une personne dans une cour, il ne fallait pas qu'on dise que les autres gens devinent pourquoi on le filmait. On se retrouvait aussi avec un cas de quelqu'un qui avait appris qu'il était séropositif, qui ne voulait pas l'annoncer à sa femme, parce que s'il disait, si je l'annonce à ma femme, elle va me quitter, je vais me retrouver avec mes 3 enfants à charge, et déjà que j'ai perdu mon travail, je vais me retrouver que je ne vais pas pouvoir nourrir mes enfants et que je vais mourir de tristesse. C'est des histoires tellement plus dramatiques que celles que j'avais écrites jusque-là dans des films, quand tout d'un coup, je sais pas, ils inspirent le respect par rapport à la manière dont ils tiennent droit dans les pires circonstances, quoi. Voilà. Jean-Claude Carrière, fragilité, pour rebondir, en tout cas pour on est en plein dedans. Continuer, oui, justement, pour continuer sur ce qui vient d'être dit, et par rapport à la sexualité, vous faites un livre de sage, mais vous avez toutes les raisons de faire un livre de sage, vu votre vécu et votre expérience. Mais je me disais que, alors, rien n'a grâce à vos yeux, à part cette nécessité d'accepter la fragilité ontologique qui est la nôtre, et peut-être aussi la sexualité, c'est-à-dire ce moment où un être et un autre être se rejoignent, s'unissent dans quelque chose qui est... qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, c'est très difficile à... Mais ce moment-là ce que c'est que l'extase amoureuse. est un moment qui est en dehors de... Si nous sommes vraiment, comme le dit Shakespeare, qui est fait de verre, si notre substance est fragile par définition, c'est probablement dans les moments d'amour que nous jouissons de cette fragilité, celle de l'autre et la nôtre propre. Chaque fois que nous essayons de jouer les durs, les valeureux, les incassables, c'est là où nous nous montrons fragiles et poussiéreux. Chaque fois, au contraire, que nous montrons des signes de faiblesse, c'est peut-être là que nous nous acceptons le mieux. Et je crois que on parlait beaucoup de cinéma et de personnages tout à l'heure. Un auteur, un metteur en scène et un comédien ne peuvent pas rendre vivant un personnage s'ils n'ont pas trouvé ses blessures, s'ils n'ont pas trouvé sa faille, sa fêlure. C'est un personnage, toute une pièce qui serait fait d'acier, fait de marbre, et qui serait parfait, un héros, serait au fond un personnage de mélodrame.
et n'auraient pas de vérité, celle que nous appelons la vérité. Donc si nos personnages ne prennent vie que quand ils montrent cette brisure, cette que nous appelons entre nous vulnérabilité, ça veut dire que, si c'est ça la vérité, ça veut dire que nous sommes, nous aussi, touchés par cette vérité-là et que nous sommes faits comme eux. S'ils ne sont vivants qu'à ce moment-là, alors nous aussi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas écrire vraiment une scène intéressante si à un moment donné, un personnage n'a pas quelque chose qui craque. Quelque chose, même s'il essaie de le cacher. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être un individu qui craque, ça peut être un groupe, ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un peuple, comme au Burkina Faso, ça peut être un village. Mais c'est de ça que nous sommes aux aguets, je crois. Parce que nous en faisons partie, évidemment. Vous parlez de Shakespeare, mesure pour mesure, avec notamment le personnage d'Isabelle. C'est un personnage extraordinaire, Isabelle, comme souvent certains personnages de Shakespeare. Elle a 18 ans, elle va entrer au couvent, elle est pure et dure. C'est une vierge vertueuse et à la limite du fanatisme. Radicale, nous dirions aujourd'hui. Et c'est elle qui prononce les mots-clés quand son frère est condamné à mort pour une histoire d'adultère et elle refuse de se donner au tyran. Qui pourrait sauver la vie de son frère, que mon frère meure. Elle va jusqu'à insulter son frère dans des termes incroyables. Mais elle le dit à un moment donné à Angelo, le tyran s'appelle Angelo, pas pour rien, que nous sommes, l'homme est le plus ignorant de ce qu'il croit connaître le mieux, son essence de verre. Et vous ajoutez Glassy essence. Oui. Vous ajoutez plus loin, comme un écho, Angelo à vous, We are frail. We are all frail. All frail. Nous sommes tous fragiles. Oui. Frail est le même mot que frêle, mais en plus large. Il ne concerne pas seulement, comme en français, l'aspect physique. Il vaut mieux le traduire ici par fragile. Angelo dit « Nous sommes tous fragiles ». Il est sur ce point en plein accord avec Isabelle. Notre nature exacte, notre essence est faite de verre. Elle est perpétuellement menacée. Elle se brise au moindre choc. Et voilà bien le cœur du titre, du livre, sur l'idée de la fragilité. Pourquoi est-on, et c'est ce que vous décrivez, et je trouve que c'est un... Alors, est-ce que je trouve, ou est-ce que c'est un aboutissement, ce livre ? C'est un point. Jamais personne ne considère quoi que ce soit. Non, mais un point d'étape, je veux dire. Moi, écoutez, ça m'est venu par surprise. En relisant mesure pour mesure, tout à coup, en retombant sur cette phrase qu'aucun philosophe n'a jamais défini l'être humain comme essentiellement, c'est-à-dire son être, c'est fragile, c'est d'être fragile, et brisable. Aucun. Il a fallu un grand poète pour le faire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Quand la première fois on est tombé là-dessus avec Peter Brook, on est restés silencieux tous les deux pendant 2 ou 3 minutes sur ces 2 mots. Our glassy essence. Qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est, encore une fois, physique, mental, etc. C'est tout. C'est notre cœur. Nous sommes faits de verre ou de porcelaine, c'est-à-dire de sable. Le verre étant fait de sable, nous ne sommes que poussière. Alors, en partant de là, j'ai pris ce mot, fragilité, comme une petite lanterne, pour essayer de me guider dans le monde où nous vivons tous, quel que soit notre sexe, notre génération, et en me disant, mais peut-être que beaucoup de nos actions, parmi quelquefois les plus horribles, sont des déguisements, des masques que nous mettons pour effacer cette fragilité, pour la cacher. Que ce soit ça va d'un simple culturiste à un terroriste ou à quelqu'un qui se barde de fer ou qui se met une cagoule ou à des groupes qui se forment parce qu'en groupe on se sent plus solide, on forme une secte, on forme un groupe d'activistes et ça va finalement jusque, ce qui fait toute la fin du livre, à l'attentat suicide, parce que là c'est la preuve même que nous sommes fragiles, puisque nous le faisons sauter, c'est-à-dire notre être s'éparpille et en même temps nous tuons. C'est un geste très, très passionnant, unique dans l'histoire, à part le cas que je cite, mais biblique de Samson. C'est le seul kamikaze dans les temps passés que nous connaissions. Pour commettre des attentats suicides, il faut qu'il existe des explosifs. C'est la moindre des choses. Mais c'est un geste absolu, car il est à la fois, et à la même fraction de seconde, le crime et le châtiment. En même temps. C'est tout à fait extraordinaire qu'on puisse en arriver là.
Et je crois que c'est la manifestation la plus extrême. Je cite à un moment donné un truc que j'ai vu à la télé. C'est formidable, il fait les questions, les réponses. Je ne vais Non, même pas pouvoir le citer. Vous dire, quand il y a j'ai deux vu un trucs qui jour, m'ont arrêté, moi. pendant que j'écrivais le livre, et d'ailleurs je le raconte, une image à la télévision qui est parmi les plus étonnantes que j'ai vues. C'était à Bagdad, un soldat américain seul qui marche sur du verre brisé devant une grande baie qui vient de sauter. Quelqu'un vient de se faire sauter. Et on entend ses pas qui crissent sur le sol. Il tient un fusil mitrailleur, il est casqué, il est seul. Et il marche sur du verre brisé. Et tout à coup, il s'arrête et il montre avec le canon de son arme et il dit « That's a rib ». Ça, c'est une côte. C'est-à-dire que mêlés aux débris de verre sont les débris de la chair humaine du type qui s'est fait sauter. Et il marche sur les deux à la fois. C'était extraordinaire, c'était à moi. J'y voyais comme l'illustration du livre. On ne pouvait pas mieux, pire trouver, si on peut dire. Dans cette manière d'occulter ce qui fait la fragilité, vous évoquez notamment les ressources de l'oubli. Outre le renforcement de nos fortifications extérieures et intérieures et de nos abris, l'oubli est notre grand remède et tout nous fournit prétexte à l'oubli. Oubli de soi, oubli du monde, oubli de l'espace et oubli du temps. Je note au passage... Oubli de la planète sur laquelle Oubli de la planète, par exemple, c'est d'actualité. Je note au passage que Dieu en prend plein les mirettes, quel qu'il soit. Non, pas plein les mirettes, c'est pas vraiment... Moi, je suis un athée tranquille, pas militant. Hein, je suis pas... Mais c'est vrai que dans notre activité à tous, notre imaginaire est certainement le domaine le plus prodigieux dont nous disposions. C'est l'activité de nos visions, de nos hallucinations, et c'est ce qui nous amène le plus loin de la réalité. Mais dans ces hallucinations, dans ces imaginations, il y en a quelques-unes que nous finissons par prendre par des réalités. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire des religions. C'est que nous finissons à croire à ce que nous avons, à la réalité de ce que nous avons inventé comme tel. C'est assez fascinant. Et non seulement nous y croyons, mais nous le mettons au-dessus de ce que nous savons de la réalité. Nos croyances sont plus fortes que notre savoir et que nos connaissances. Il y a une phrase que je cite d'un terroriste, vous savez, de ceux qui avaient pris cet Airbus à Alger et qui ont été descendus par les spécialistes à Marseille, là, et qui avaient commencé à tuer les passagers de l'avion. On a fait venir la mère, une Algérienne du chef du commando, qui lui a parlé par téléphone ou par radio, et il lui a dit, écoute, je t'aime beaucoup, mais j'aime mieux Dieu. Donc le fantasme devient beaucoup plus fort que même le lien maternel, ce qui est quand même le plus fort de tous. Et on voit ça, par exemple, si on suit nos grands maîtres littéraires, prenez Polyeucte, que tu dois connaître, de Corneille, qui va quand même, qui vient de se marier avec Pauline, une femme qu'il aime mais qui n'est pas chrétienne, qui lui est un nouveau converti, et qui veut aller détruire les idoles dans les temples romains uniquement pour mourir. Lui veut mourir. Donc, il aime sa femme, mais il préfère Dieu. Et il préfère la mort. Et la seule chose qu'il propose à sa femme, qu'il aime et qui l'aime, c'est de mourir avec lui. Je ne vous connais point si vous n'êtes chrétienne. C'est hallucinant. Comment on fait passer le fantasme au-dessus des liens les plus normaux, les plus rationnels, touchants, simples. On va revenir sur Buñuel dans une seconde, hein, et notamment sur la Voie lactée, Saint-Jacques de Compostelle. Mais je voulais citer, je renvoie à votre livre parce que c'est assez surprenant la manière dont il vous saisit, ou dont il se venge. On a l'impression, dans un premier temps, qu'on peut avoir une lecture distraite. Or, ça ne fonctionne pas comme ça, et plus vous y allez, plus vous sentez la densité de la réflexion. J'en lis deux. L'argent. Car l'argent veillé, l'argent et l'ignorance, dites-vous, entretiennent depuis longtemps des rapports étroits, presque intimes. Il s'agit d'un pacte secret dont l'origine n'est pas claire. Les marxistes le font remonter à l'exploitation de l'homme par l'homme. D'autres disent que cela s'est fait naturellement par une lente invasion du profit qui met parfois le masque du progrès, de l'indépendance d'esprit et même de la liberté. Ce pacte ne va pas sans à-coups, car d'un côté l'argent a besoin du savoir pour produire, et d'un autre côté l'ignorance est son allié pour vendre. Entre les deux, il joue un jeu subtil qui penche de plus en plus en faveur de l'ignorance. Acheter les yeux fermés, c'est plus sûr, semble-t-il nous dire. Et puis, à la toute fin de votre livre, il y a cette visite que vous rendez à un ami plus jeune que vous, qui meurt d'un cancer. Qui était là, c'est mort depuis.
qui est mort depuis, et vous écrivez ceci. Inquiet et même tourmenté depuis des mois, ça prend la tête, me disait-il souvent, je le trouve rasséréné depuis qu'il sait, rongé par le plus féroce ennemi qui est l'ennemi de l'intérieur, né de nous-mêmes, qui nous habite comme une bête incompréhensible et qui chez lui se développe rapidement, il a perdu toute fébrilité, toute marque d'angoisse ou de fragilité. On lui a parlé d'une nouvelle thérapie qui n'attaquerait que les cellules malades. Oui, oui, dit-il, on verra bien. Hésitant comme nous tous au long de sa vie, incertain, plutôt solitaire, maladroit parfois, imprudent, insouciant, distrait, il vient de trouver à la vue de la mort une consistance que je ne lui ai jamais connue, et aussi une lucidité, une profondeur, comme s'il prenait appui sur sa maladie. Il est plus jeune que moi, je regarde dans ses yeux clairs cette conscience qui s'exerce encore avant de s'effacer bientôt. Son corps le trahit, il va se dissoudre. En un dernier paradoxe, cette fragilité lui donne sa force, son essence de verre le raffermit. La mort le trouvera plus vivant que jamais. Voilà ce qui fait votre philosophie et le point d'étape qui est le vôtre aujourd'hui, me semble-t-il. Je n'ose rien ajouter parce que je suis un peu ému de me rappeler évidemment cette scène. Je n'ose rien ajouter après ça. Un mot sur Buñuel. On revient à un moment de votre parcours, mais Buñuel, dans votre vie, c'est près de 20 ans. Ouais. Et vous dites, qui est un détail, pour le coup, c'est presque un élément de scénario. Ce que vous dites, on a eu ensemble, je ne sais plus, c'est 2000 repas plus de 2000 repas en tête-à-tête, oui. 2000 repas en tête-à-tête, et toujours... Ce que beaucoup de couples ne peuvent pas dire. Installé de la même manière, parce qu'il a eu une mauvaise oreille, Buñuel. Ah oui, toujours du côté de sa bonne oreille. Toujours de sa bonne oreille. Et on a décidé de reprendre un extrait de Buñuel avec 3 films, Belle de jour, Tristana et La Voie lactée qui ressortent chez Studio Canal. Extrait de ce film avec Laurent Terzieff et Paul Francoeur. Il parle de la liberté de Dieu et La Voie lactée, c'est le chemin de Compostelle. Le chemin des hérésies, oui. C'est un film sur les hérésies de la religion chrétienne. Extrait. La liberté après tout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 2 actions, une bonne et une mauvaise, tu peux choisir. Oui, mais Dieu, il sait tout, non? Alors, s'il choisit l'action mauvaise, il le savait depuis longtemps. Bah, évidemment. Il le savait depuis toujours. Mais comment tu peux dire je suis libre si ce que je vais faire est fixé d'avance? Hein? On appelle ça le libre arbitre. Dieu te donne la grâce pour t'aider à choisir le bien. Mais puisqu'il sait que je vais choisir le mal, c'est lui qui l'a décidé, c'est pas moi, hein? Pourquoi il a décidé que j'allais choisir le mal? Les desseins de Dieu sont impénétrables. Oh. Tiens, regarde. Extrait de... Ici commence un duel entre un jésuite et un janséniste. Normal. Oui, normal. C'est normal. Un dernier mot sur votre manière d'appréhender tous ces textes dans différentes religions ou dans différentes philosophies, ce que vous avez fait une grande partie de votre vie. Et vous dites la chose suivante, il faut se garder de la désinvolture ou de la vénération. D'un côté comme de l'autre, bien entendu. Oui, il faut être aussi, entre guillemets, objectif et attentif que possible. D'abord, je suis persuadé qu'il n'y a qu'un athée qui peut bien parler des religions, qui peut en parler en toute sérénité, car au moins il n'est pas de parti pris. Il n'en défend pas une par rapport aux autres. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été intéressé par l'histoire des religions et les manifestations religieuses, car ça nous dit beaucoup sur nous-mêmes. Et si on songe à l'immense marché des religions que nous pouvons visiter chaque jour autour de nous, ce serait bien dommage, en tout cas pour un scénariste ou un auteur dramatique, de le supprimer. De quoi parlerions-nous? C'est d'une richesse d'inspiration. Si le monde était parfait, que dirions-nous? Qu'aurions-nous à dire? Il n'aurait plus rien à faire. Plus rien à faire. Si le monde était parfait. Vous non plus, d'ailleurs. Et dans la logique de votre réflexion, je vous signale 2 livres, 2 publications récentes. Charles Julier, D'une rive à l'autre, entretien avec Cypris Kofides, c'est chez un jeune éditeur qui s'appelle Diabase, collection Liens et Résonance. Charles Julier, cet écrivain qui, pendant 30 ans de sa vie, enfin ce poète qui, pendant 30 ans, 5, 4, 3, qui pendant 30 ans de sa vie, c'est long 30 ans, a écrit notamment un journal où il raconte son chemin de Compostelle à lui. Hein,
Bon, et Juliet revient aujourd'hui sur, sinon un état de sagesse, du moins un état de connaissance, et beaucoup plus dans le roman ou dans l'écriture. Maurice Ponge, chez Le Dilettante, Délicieuse frayeur, court texte de Ponge qui est plutôt un auteur, qu'on lit assez peu, en tout cas qui écrit assez peu, avec notamment un premier texte qui a pour titre « La fenêtre ». Et je trouve que ça faisait écho à ce que vous écrivez, parce que la fenêtre, on est dans une salle commune, dans un hôpital, et il n'y a qu'une fenêtre. Et au fur et à mesure que les gens s'en vont ou sont guéris, on approche les gens de la fenêtre, et celui qui est à la fenêtre raconte les fleurs, le printemps, les signes. Et ça, c'est bien dans la philosophie de Ponce et dans sa manière d'écrire. Et puis, finalement, celui qui n'avait pas encore eu accès à la fenêtre finit par y arriver. Et ça donne ceci. Avec d'infinies précautions, le docteur fit pousser le lit vers la fenêtre ouverte, et Gabriel, enfin, après ces mois d'attente fébrile, put à son tour porter ses regards sur le monde d'au-delà les vitres. Devant lui, de l'autre côté d'une rue sombre, il vit un immense mur de briques qui fermait la vue jusqu'au ciel, mais Gabriel ne savait plus s'il était encore sur cette terre. Voilà, je vous disais que ça faisait un peu écho. Je voulais vous signaler L'Enfant, Frère Dardenne, Palme d'Or l'année dernière. Jérémy Régnier et Déborah François comme acteurs. C'est publié chez Blackout. Chez MK2, pardon. Oui, chez MK2. Fistful of Zombies. Comédie by Abel Ferry, Written by Abel Ferry et Eric Wiener. Alors vous êtes le petit dernier. Pas seulement le petit dernier dans l'émission, mais vous êtes celui qui a encore à faire un long métrage, alors que, par ailleurs, vous avez un parcours alimentaire qui vous emmène de Canal+ à la publicité, et plutôt de manière professionnelle très réussie. Et cet objet, qui est un scénario, qui est distribué en ce moment dans certaines chambres d'hôtel à Cannes, est ce que vraiment vous auriez envie de faire. Exactement, oui. Alors, j'espère que j'arriverai à en tourner la plus grande partie. Parce que là, vous avez, bon, effectivement... 117 pages, oui. Voilà. Il faut bien choisir des chambres d'hôtel. Hein. Oui, c'est ça c'est le plus dur, je pense. C'est très difficile de la glisser dans la bonne chambre. Abel Ferry, par rapport à ce que vous avez entendu de cette conversation depuis 1h15, qu'est-ce qui vous parle le plus ? À la fois parce qu'il y a des gens plus âgés, il y a des gens qui ont plus d'expérience, il y a des gens qui ont déjà réussi, entre guillemets, enfin, si réussir à faire un long métrage est une réussite. Hein. Déjà, le fait que tous ces gens ont réussi à le faire et sont arrivés à passer... pour moi, le stade qui est extrêmement difficile, c'est déjà on passe beaucoup de temps sur l'écriture, sur la mise en scène aussi, mais ce que je trouve très compliqué, c'est arriver à vendre le projet. C'est-à-dire que savoir le faire, c'est une chose, savoir le vendre, c'est encore une autre. Et je trouve que ce sont de brillants exemples. On peut aussi utiliser la voiture de la directrice photo. Hein, oui, exactement. Non, mais j'ai noté, je pense que ça peut être utile. Et voilà, donc arriver à aller au bout de leur projet, parce que là, moi, j'en suis qu'à la première étape par rapport à l'écriture. J'ai fait aussi pas mal de choses, une 50aine de pubs, mais voilà, j'ai pas le long métrage. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés jusqu'au bout de leur passion, jusqu'au bout de... Déjà, ce sont des êtres passionnés, ce que j'ai entendu, et qui vont au bout de leurs rêves. Maintenant, c'est un genre. Le film que vous choisissez, Fistful of Zombies, c'est le film d'épouvante, c'est le film gore. Enfin, oui, disons, c'est un western avec des zombies sympas. Oui, donc alors, chez vous aussi, on fait le film gore, mais c'est toujours décalé, c'est toujours bourré d'humour. Bon. Voilà, c'est pas du tout fait pour faire peur, parce qu'en fait, il y a plein de films d'horreur qui sont sortis, et je me dis, voilà, comment moi, petit Français, parce que je suis né et j'ai vécu par rapport à toute cette culture cinématographique, et puis comment arriver à faire quelque chose, parce que tout a déjà été fait, quasiment en film d'horreur ou de science-fiction, ou avec plein d'effets spéciaux, des budgets pharaoniques. Et donc, le principe, c'était de tout inverser, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été du côté des zombies. Qu'est-ce qu'on est quand on est un zombie et qu'on veut essayer d'être sympa et d'apprendre à faire... Et c'est une personne qui doit apprendre aux zombies à faire peur, parce qu'ils sont en fait très gentils. C'est les gentils. Jamais les zombies n'ont été gentils jusqu'à présent, pas à ma connaissance. Dans le dernier Romero, ils étaient assez gentils, les zombies. Ouais, mais c'est pas une comédie. Ils n'arrêtent pas... Ah non, c'est... Moi, j'ai vu qu'à un moment, il y en a un, il y a Leguizamo qui... À un moment, il se fait mordre par un autre zombie, et celui qui a tué les zombies pendant toute la première moitié du film
dis finalement, je vais pouvoir voir comment vit l'autre moitié de la planète, je suis content. Oui, mais je pense qu'il l'a joué comme étant plus premier degré. Enfin, il a toujours une envie, effectivement, il y a le discours social qui est très présent dans le film de Romero. Ça, mais le principe, par rapport au zombies, c'est de faire vraiment une comédie pure et dure. C'est pas fait du tout pour faire peur. Et on retrouve un comédien de Grande Scène 2, c'est Dominique Pinon. Ouais. Qui vous a aidé à faire ce... Qui est le Aimé Jacquet des zombies. Il le fait très bien. C'est le Aimé Jacquet des zombies, c'est lui qui doit les entraîner à faire peur. Ah oui, c'est comme ça que je l'ai vu. Le Aimé Jacquet des zombies, pardon. Il y a des coupes du monde, des zombies, il y a des championnats de zombies. Non, mais ils font la grève, ils essaient de s'entraîner à faire plein de choses. On va regarder un extrait. Vous aviez déjà fait un cours avec Pinon qui s'appelait « Putain, la vieille ». Faut pas l'énerver. Faut pas l'énerver. Hein. Dans l'esprit, c'est du Caro et Jeunet. Vous êtes un fils de Caro et Jeunet. Disons, c'est quand même assez poétique. Moi, c'est un peu plus provoque. Parce que il y a un peu moins de réflexion, peut-être. Et disons, la grande question métaphysique dans La Vieille, c'est plutôt mieux vaut une descente de flic qu'une descente d'organes. Donc c'était vraiment purement provoque. Vous faites les guignols, hein, c'est ça? Ouais, aussi. Grâce à La Vieille. Grâce à La Vieille. Extrait de ce film peut-être en devenir. Pensez que vous allez y arriver? Je vais tout faire pour, ouais. C'est vrai que c'est un peu comme... je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout, mais je vais vraiment faire le maximum parce que c'est un vrai rêve d'arriver à faire ce genre de film. Bon, là, on a tourné un pilote, les 5 premières minutes. Quelles sont vos références en matière cinématographique? Enfin, en tout cas, dans votre jeunesse, à part le côté fantasme 37-2, quel est le cinéma qui vous a marqué? C'est plutôt... Alors, ça va entre Sergio Leone, James Cameron, Peter Jackson et Gérard Houry, par exemple. Et ça donne ça? Ouais, voilà, un mix un peu d'action et de comédie. Je vais faire une question. Jean-Paul Silverac, ce genre de travail, d'atelier, comment est-ce que vous le regardez avec, comme enseignant à la FEMIS? À la FEMIS, il y a des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... à vrai dire, vous avez commencé par parler d'exigence, il faut être exigeant aussi quand on fait ça. Quand un élève à la FEMIS, par exemple, veut faire un film de ce genre-là, j'essaie de l'aider en étant exigeant par rapport à ce que je pense être bien dans ce qu'il fait pour son film, ce qu'il veut faire. Donc c'est pas parce qu'on fait des films de genre qu'il faut être moins ambitieux ou moins exigeant. C'est juste ça. Voilà. C'est quand même compliqué à faire. Hein. On est 100 sur le tournage, il y a plein de caméras, il faut 10 maquilleurs. Et vous avez l'argent? Non. Non, j'en profite juste pour dire qu'il y a un film qui sort demain en fait, sur lequel j'étais opératrice, qui s'appelle L'Éclaireur et qui est un film fantastique. Voilà. Ah, donc vous faites aussi avec des panthères qui s'introduisent dans la ville de Saint-Denis. Avec des panthères qui s'introduisent dans la ville de Saint-Denis. Voilà. Comment s'éclaire une panthère qui s'introduit dans la ville de Saint-Denis? C'est assez drôle parce qu'on a fait une projection dimanche à Saint-Denis et tout le monde était très effrayé à l'idée que des panthères avaient circulé au-dessus de leur tête, puis sur les toits de Saint-Denis, mais en fait, c'est évidemment des effets spéciaux. Merci. Merci à tous. Bon courage pour les zombies.
Ouais, c'est bien. Les zombies gentils, j'ai bien compris. Je voulais simplement encore vous signaler beaucoup de courts-métrages à Cannes, séance spéciale dans la sélection officielle à la Caserne des réalisateurs, à la semaine de la critique. Il y a notamment, avant chaque séance, des courts-métrages. Par exemple, Imago, c'est un cours d'animation de Cédric Babouge qui sort en DVD chez MK2. Je voulais vous signaler Wong Kar-wai par Thierry Jousse, publié par les Cahiers du cinéma. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur Thierry Jousse avait lui-même réalisé, c'était en 2005, je crois que ça s'appelait Les Invisibles. Et Wong Kar-wai préside le jury. Les Invisibles. Et Wong Kar-wai est président cette année, président du jury. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Toutes les références, vous les retrouvez bien sûr sur le site internet, notamment sur les éditeurs des DVD. Et je voulais vous signaler, à la découverte en poche, les carnets de guerre de Louis Barthas, Tonnelier, 1914-1918. Je voulais simplement vous signaler ce livre parce que c'est un livre qui est important pour vous. Oui, c'est un... Bon, c'est difficile de la faire courte hein, parce que c'est... mais bon, on en a parlé au début de l'émission, du rapport avec... du dialogue possible avec les morts. Et je pense qu'effectivement, à travers ce témoignage d'un poilu qui a vécu donc l'enfer de la guerre et des tranchées, on peut effectivement renouer ce dialogue et voilà. Et les morts peuvent encore nous parler, et à nous qui sommes des petits-enfants de ces grands hommes. Voilà. Merci Jean-Luc Anglade. Revue des Deux Mondes, mai 2006, Comment va le cinéma français. Intéressant, puis accessoirement, dans les premiers rangs de cette salle de cinéma, il y a un retour sur le référendum. Ça n'a bien sûr rien à voir. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Il y avait dans les prisons françaises au 1er mai 59 035 détenus pour seulement 50 396 places. On se retrouve la semaine prochaine au Festival de Cannes. Bonsoir, bonne nuit. En musique, bien sûr, avec Jésus Volt, Only the Devil. You gotta give you something back in return. Cause what you see, yeah, I'm not rubber stuff by my hand, it's flesh and blood. Only the devil can afford it. Only the devil can afford to put it on the line. Only the devil can afford it. Only the devil can afford to put it on the line. So I work the road back to the mysterious way. He said, son, I'm building a church for each of his sins to come. Heaven, don't you know it ain't here? Heaven, don't you know it ain't here? I'll go to heaven, cause hell's down here. I'll go to heaven, cause hell's down here. Only the devil can afford it, makes you want to only the devil can afford it. Only the devil can afford to put it on the line. Only the devil can afford it. Only the devil can afford to put it on the line.
put it on the line. I'll eat a devil can afford it. I'll eat a devil can afford to put it on the line. I'll eat a devil can afford it. I'll eat a devil can afford to put it on the line. Exxon, Shell, Web, so what? BM, Texaco, Top Tool, and Rob, BP. أنا الورقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف